bienvenue à tous sur ce plateau de la télé de la e-santé consacré aujourd'hui aux objets connectés et à la manière dont ils peuvent changer nos habitudes et améliorer notre santé, nous aider notamment à mieux nous prendre en charge puisque normalement, ça y est, ils sont là, ils commencent à prendre de plus en plus de place. Alors au départ, ils étaient, faut le dire, plutôt réservés à des geeks, à des jeunes qui aiment plutôt la technique. Et puis petit à petit, le monde du sport s'est approprié ces objets et finalement, l'enjeu maintenant est de convaincre le grand public de se pencher vers les objets connectés. En tout cas, à mes côtés aujourd'hui, moi j'ai 4 convaincus des objets connectés depuis longtemps. Julien Larfouillou d'Harmonie Mutuelle, à laquelle adhèrent, on rappelle, 4,5 millions de personnes en France, et vous êtes en charge responsable des projets e-santé. Samir Djendoubi, à vos côtés, vous êtes consultant, spécialiste de l'Internet des objets. Vous avez beaucoup travaillé pour l'industrie de santé, l'industrie pharmaceutique également. Cédric Rosemont, qui est directeur innovation chez Consort NT, société française, on le rappelle, de 2000 collaborateurs spécialisés dans les systèmes informatiques et qui s'est très fortement développé ces dernières années dans la e-santé. Et puis James Meignier, qui lui aussi est en train d'affiner, de préparer son téléphone, ses flashcodes et la totale pour nous montrer ce qu'on peut faire, entre autres, avec les objets connectés. Simplement, qui parmi vous a un objet connecté aujourd'hui ? Levez le doigt. Aucun tour de table. Si. 1, 2, Julien Larfouillou, pas d'objet connecté ? Je dois confesser une panne de mon objet connecté. Ah oui, mais il y en a un d'habitude. Il y en a un d'habitude. C'est quoi ? C'est une montre. Et ça sert à quoi ? Elle sert à suivre mon niveau d'activité physique. Ouais, ça marche réellement ? C'est vraiment utile ? C'est pas du gadget ? Disons que ça a été utile pendant quelques semaines, déjà pour me faire prendre conscience du nombre de pas que je ne faisais pas. Maintenant que je le sais, il est de moins en moins utilisé, je dois l'avouer. Ouais. Comment, James, objet connecté ou pas objet connecté au quotidien ? Tout à fait, également. Donc un bracelet connecté santé, type santé. Ouais, pour faire quoi alors, le bracelet connecté ? Notamment dans le cadre de mon activité, mais aussi dans le cadre du suivi d'un peu d'activité personnelle. Arrivé à un certain âge, il faut des fois se tenir. Et donc, ce sont des outils qui aident quelque peu. Mais ça aide réellement, enfin, vous l'utilisez réellement, ça n'a pas fini à la poubelle au bout de 3 semaines ? Non, les piles tiennent bien le coup, mais potentiellement, oui, on l'utilise parce que ça nous donne des objectifs, ça nous donne un petit peu un guideline pour nous tenir un peu à ces activités qui sont pas obligatoirement évidentes à tenir par rapport à un planning chargé. Et votre collègue Cédric Rosemont, objet connecté ou pas objet connecté au quotidien ? Oui, tout à fait. Donc une montre connectée et une balance connectée. Alors la montre connectée, pourquoi ? Alors tous ces SMS là et les messages et les mails qui arrivent en temps direct. En fait, moi, ce que j'apprécie, c'est la discrétion. Je pense que d'ailleurs, le futur des objets connectés, ce sera quelque chose de très discret, de manière à pouvoir obtenir des constantes de santé, constantes d'activité, sans pour autant qu'on sache réellement qu'on porte un objet connecté qui nous traque. Ouais. Alors vous dirigez justement l'innovation chez Consort NT. Consort NT travaille depuis très longtemps dans tout ce qui est connexion, recueil de données également. Alors vous avez équipé beaucoup de centres hospitaliers avec des solutions, on en parlait d'ailleurs ici, solutions de traitement de l'AVC à distance, transport d'images. Vous travaillez aussi sur un chariot intelligent. Au passage, juste c'est quoi un chariot intelligent ? Ça dépend de quoi on parle. On parle du chariot de télémédecine que Consort NT propose depuis 5 ans. Alors oui, il est intelligent, mais l'intelligence, elle est déportée, là, pour le coup. On n'a pas mis en place forcément encore d'algorithme d'intelligence artificielle derrière tout ça. On a juste un système expert qui est l'être humain, qui est un docteur ou un professeur qui se cache derrière dans son bureau à une distance qui peut être de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Ça, c'est les chariots de télémédecine qu'on a créés il y a maintenant 5 ans en partenariat avec Etiam et qu'aujourd'hui on distribue autour des agences régionales de santé, Île-de-France, Centre, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les objets connectés sont petit à petit en train de quitter l'hôpital, le monde du purement médical, pour tenter, et on en parle depuis plusieurs années, d'aller vers le grand public. On va rappeler quand même en 2 temps 3 mouvements ce qu'est un objet connecté. Vous en avez 1 ou 2 ou 3 en face de vous. Cédric Rosemont, alors qu'est-ce que vous nous avez amené là ? Jolie montre. On a amené des trackers. Alors là, c'est les trackers d'une gamme partenaire qui est iHealth. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de se dire qu'aujourd'hui, alors Julien en parlera tout à l'heure, mais il existe une multitude d'objets connectés. Tous ne sont pas forcément des devices médicaux. Si je la secoue, elle doit croire que je marche normalement. Elle va compter mes pas. Oui, certainement. Mais je ne sais pas si ça donnera une information essentielle. Là, donc. Non, je suis un peu perdu là-dessus. Mais donc voilà, il y a également une balance. Donc là, c'est de la montre essentiellement effectivement qui mesure les pas, qui peut mesurer des distances parcourues et qui aujourd'hui quand même se ferait un petit chemin dans le grand public. Là, on a, c'est quoi ? C'est un oxymètre de pouls. Ouais.
Donc hop, on le met sur son doigt, etc. Là, c'est pour des personnes qui sont déjà sur certaines pathologies. Et je vois en bas une balance. Oui. Et alors la balance, vous l'avez connectée à quoi chez Consort? Expliquez-nous un petit Alors, peu comment ça marche cette histoire-là. Au-delà de la balance, James va vous présenter une petite démonstration. Comme il y a eu beaucoup de démonstrations dans l'université d'été ces 2 premiers jours, on voulait aussi avoir notre petite démonstration. Donc, on a créé en fait une application qui permet de récupérer les informations des kits de santé de Apple et Google, qui donc sont des kits qui ont été mis à disposition sur votre smartphone, que vous utilisez peut-être pas aujourd'hui, mais comme vous avez tous soit un iPhone, soit un smartphone Android, vous avez certainement ce kit de santé sur lequel, lorsque vous avez acheté un connecteur, enfin un capteur de santé ou de bien-être de la marque Fitbit, Withings, iHealth, comme cela, eh bien effectivement, vous avez peut-être autorisé cette application à verser ces données dans le Health Kit d'Apple ou dans le Google Fit d'Android. Et donc, indirectement, sur un cloud aux États-Unis, il se passe quelque chose, vos données sont là-bas, vous le savez pas, mais quoi qu'il en soit, si vous l'avez activé, ça s'y passe. Et donc nous, aujourd'hui, on promeut un petit peu cet usage parce qu'il permet aussi, via une application tierce, comme celle que nous avons développée ou celle que nous développons pour nos partenaires et clients, nous permet donc de récupérer l'ensemble de ces informations. Donc, Alors James, on va faire une démonstration, on va voir une comment ça démonstration. marche. Donc James a l'honneur et le privilège devant tout le monde d'aller se peser. Balance connectée pour commencer. Alors, Allez-y. voici donc là, vous avez dans le cas présent une balance Mettez bien connectée. votre micro. Ah, voilà, côté de la bouche. La sucette. Donc une balance connectée qui, par connexion donc Bluetooth, va pouvoir être appairée avec une application de santé que j'ai présent ici sur un smartphone de chez Apple, d'accord. Et je vais pouvoir effectuer directement une mesure qui, après stabilisation, va pouvoir apparaître ici sur voilà. mon écran, d'accord. Cette information, bien sûr, je ne vais pas laisser le temps de se synchroniser. Alors Des fois, allez-y. Voilà. On y va va se tranquillement. mettre ici, on va apparaître là, voilà. On n'a pas vu le poids, on n'a rien vu à l'écran. Vous inquiétez pas. Et maintenant, vous allez montrer en grand votre smartphone Comme- à la caméra pour qu'on voit comment ça se Comme synchronise. vous avez noté, les 1m92 sont nécessaires dans le cas présent. Et donc, cette application qui fait interface entre l'objet connecté qui est présent ici et le smartphone va ensuite transmettre ces éléments au sein de diverses applications intermédiaires telles qu'une application HealthKit qui, elle, propose ce qu'on appelle une base Attendez, d'informations montrez santé. bien le téléphone à la caméra qu'on Voilà, voit comment on va tout cela chercher le fonctionne. poids. Donc vous retrouvez ici dans la partie jaune le fameux poids, d'accord, qui elle-même, cette application, hop, on va y arriver. Voilà, tournez bien votre Voilà. téléphone, qu'on y voit un peu plus clair sur vos courbes Très de bien. poids. Donc là, dans le cas présent, j'utilise le compte d'une collègue. On va travailler sur des informations de type mes informations, dans lequel on retrouve ici l'information également de poids. Information de poids qui va ensuite être transposée au sein, alors on ne l'a pas en live, mais on pourra vous passer une vidéo vous illustrant l'intégralité. Donc une solution d'IoT, donc Internet of Things, qui elle-même ensuite est exploitable avec des solutions. Magnifique flashcode. Avec un magnifique flashcode qui va me permettre d'identifier la cible et notamment dans le cas présent, donc je change de périphérique, je démarre. C'est bien parce que le temps de faire l'application. ça, vous avez déjà perdu un bon paquet de calories. En Voyez fait. voir, Donc là, on voit voyez toute voir. l'efficacité de l'objet connecté. Alors attendez, attendez qu'on puisse bien Ah, en viser votre espérant, en souhaitant, votre téléphone. Alors, dans le cas présent, je n'ai pas directement, mais je vais quand même m'assurer que j'ai le Wi-Fi. Mais effectivement, ça fait faire de l'exercice. Moi, je comprends Oui, pourquoi ouais. il faut y a une efficacité des objets Surtout, c'est connectés. qu'il faut prévoir de se greffer un deuxième bras pour pouvoir manipuler tout ça d'un coup. Ah, ça, c'est dans le transhumanisme, on en a parlé hier. Voilà. Oui, bien sûr, le Wi-Fi pour l'instant est un peu en rade. Mais alors, moi, ce que je vous propose pour aller jusqu'au bout de la démonstration, c'est de vous passer le film bout en bout qui vous illustre. Voilà, on va le regarder alors en vidéo, comment marchent les choses Et je en vais vous réalité le sur cette recommander. application. Voilà. Dans le cas présent.
Alors, c'est pas la bonne vidéo, c'était pas celle qui était prévue. C'était pas celle-là, celle-là on la verra par la suite. On la verra par la suite. C'est une autre vidéo que vous nous avez ramenée très récemment. Voilà, qui est sur un ordinateur. On va faire ça. Ah, vous voyez, c'est vraiment du live, Université d'été. On voit les choses comme elles sont. Hein. Le poids. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, vous avez à l'écran, dans le cas présent, 2 affichages, notamment sur la partie gauche, un affichage en réalité augmentée qui vous retranspose sur reconnaissance, je le redétaillerai, on va retourner dessus, sur reconnaissance d'une cible qui est un QR code, les éléments, hop là, voilà, je m'assois, les éléments qui sont récupérés à partir de l'IoT. Dans le cas présent, vous avez vu qu'on avait une prise de poids effectuée sur la balance qui est transposée, et vous voyez en ce temps-là, j'étais encore assez maigre, à 65,60 kg, qui elles-mêmes sont donc retransposées, on est passé au travers de l'application ILSkit, qui repasse en automatique dans une 3e application de transfert vers le monde IoT. Voilà, et qui lui-même est affiché, ce que je voulais vous montrer, sur l'écran de droite, au sein d'un écran de supervision de l'IoT. Et cette information est retransposée en direct au niveau de l'affichage en réalité augmentée qui est présent à ce niveau-là. Et dans le cadre de la démonstration, histoire de le faire en 2 temps, on refaisait une deuxième pesée avec une charge supplémentaire, de sorte à voir évoluer ces différentes informations au sein des différentes couches logicielles associées. Ça, c'est une solution, Cédric Rosemont, que vous avez développée chez Consort NT, de A à Z. Il y a une sécurisation des données, il y a un vrai travail informatique. On n'est pas simplement dans du gadget dans tout ça. Non, alors nous, Consort NT, on est intégrateur de solutions. Donc c'est vrai qu'on a choisi des solutions. Depuis maintenant 3 ans, en fait, on a choisi vraiment notre écosystème autour de l'IoT, de manière à être prêt à agréger des informations venant des objets connectés. Alors des objets connectés via les nouveaux réseaux, puisqu'on parle beaucoup de Sigfox en Occitanie, mais également des réseaux, des GSM, des téléphones mobiles. Et ces informations-là, on arrive à les centraliser. Alors ce que vous montrez, James, justement, dans la plateforme, la partie plutôt en rouge et blanc, c'est une plateforme qu'on utilise aujourd'hui pour l'ensemble de nos projets IoT et qui nous permet vraiment de nous connecter très rapidement sur ces objets connectés, ces smart devices, donc les plateformes mobiles qu'on a utilisées aujourd'hui. Samir Djendoubi, pour vous qui êtes spécialiste des objets connectés ou de l'Internet des objets connectés, alors ça peut avoir l'air quand même dans un premier temps, il faut le dire, assez futile, assez léger, assez gadget, mais vous dites au contraire qu'on est quand même là face à des véritables enjeux de santé pour plusieurs millions de personnes. Alors prenez le micro, on va mieux entendre. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est souvent que je commence mes interventions comme ça. Je dis, à votre avis, dans tous les gens qu'il y a dans la salle, qui a déjà utilisé des objets connectés de santé? Et en fait, vous le savez peut-être pas, mais 100% des gens aujourd'hui ont utilisé des objets connectés de santé pour améliorer les temps d'attente, par exemple en radiologie. Aujourd'hui, tous les systèmes de maintenance des cabinets de radiologie sont connectés. Et vous n'avez plus à pester parce que vous arrivez devant un scanner qui ne marche pas parce qu'on l'a réparé la veille parce qu'on a su qu'il allait tomber en panne. Alors ça, Samir Djendoubi, c'est pour le système de santé, ce que vous dites de manière générale, ou pour le patient, mais pour la santé de millions de personnes, on a des enjeux qui sont majeurs entre les baisses de coûts de soins, l'accès à certains services pour faciliter notre vie, la gestion de certaines pathologies. Oui, aujourd'hui... Des laboratoires de pharmacie investissent massivement dans des objets connectés pour monitorer, par exemple, les effets de leurs médicaments sur leur population de patients. Et grâce à ça, ils ont des informations très détaillées sur l'impact du médicament sur le patient et ils peuvent prévenir des complications ou ils peuvent prévenir des évolutions de maladies bien avant que le médecin ne soit en capacité de les déceler. Et donc là, ça permet d'améliorer très fortement l'impact du médicament sur la vie du patient. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête sans citer de marque parce qu'il n'apprécierait pas. Mais voilà, on parlait de l'insuffisance cardiaque. Donc un pharmacien qui fait un médicament d'insuffisance cardiaque a remarqué la corrélation forte entre la prise de poids rapide et l'AVC. Et avec des balances connectées, aujourd'hui tous les gens qui ont ces médicaments, aujourd'hui ils en testent. Et donc sur un test d'1 millier de personnes, avec des balances connectées, il est en capacité de prévoir avec
une acuité relativement forte, hein, on parle de pas loin de 70%, les gens qui vont faire un AVC. Oui. Et les AVC, ça représente des centaines de milliers de cas par an. Et lui, ce laboratoire de pharmacie, il traite de l'ordre de 500 000 patients par an avec son médicament. Donc vous nous dites, hein, avec des objets connectés, même si ça a l'air futile, même si ça a l'air drôle à l'emploi, un objet de surveillance de poids, par exemple, on arrive, ou avec d'autres objets connectés, à prévoir certains types de crises, type AVC. Tout à fait. J'ai un autre exemple avec les crises d'épilepsie, avec une chemise connectée. Aujourd'hui, une start-up parisienne arrive à prévoir l'occurrence de certains types de crises d'épilepsie avec un taux d'acuité de l'ordre de 90%. Et il va vous prévenir en avance de phase sur la capacité, sur le fait que vous risquez à 90% d'avoir une crise d'épilepsie et qu'il vaudrait mieux que vous traitiez avant de l'avoir. Julien Larfouillou, pour vous qui êtes chez Harmonie Mutuelle, donc éminemment intéressé par la santé, au moins des personnes qui sont adhérentes à votre service, on entend d'un côté, on voit ces objets connectés qui ne sont pas si compliqués que ça à utiliser, on entend aussi les études qui prouvent qu'elles peuvent améliorer la santé des patients. Qu'est-ce qui fait quand même qu'aujourd'hui les objets connectés, ça ne décolle pas ? Alors il y a peut-être déjà un préalable, c'est que, et on le voit depuis tout à l'heure aussi, c'est qu'on parle beaucoup de produits. Alors qu'en fait les objets connectés de santé, il faudrait chercher à repositionner le discours sur les avantages de la santé, sur les avantages sur sa propre santé de ces produits. Le jour où on arrivera à faire oublier que ces outils ne sont que des moyens de prendre mieux en charge sa santé, on aura peut-être aussi réussi à démocratiser l'accès à ces outils. D'une manière très bête, hein, parlons autour de nous d'objets connectés. Les premières questions quand on évoque ça à des personnes peut-être moins dedans que ce que l'on peut être aujourd'hui, c'est mais connecté à quoi ? Ça sert à quoi ? Et vous avez dit le terme souvent, le terme qu'on essaie de nous de ne pas utiliser justement, c'est encore un gadget. On essaie justement de parier sur l'avenir de ces produits. Il y a peut-être effectivement une phase de gadget où qu'il est important de dépasser au profit de services plus utiles. Alors c'est ce qu'on essaye de faire nous avec Harmonie en s'inscrivant un peu dans les usages du grand public. Il y a des objets qui parlent de santé, bien-être, il y en a quelques-uns ici, mais finalement ils parlent de notre santé. Et comment est-ce qu'ils en parlent ? Sont-ils fiables ? Comment fonctionnent-ils ? Est-ce qu'un dispositif médical connecté est un moins bon dispositif médical parce qu'il est connecté ? Et il y a inévitablement aussi la question de il est connecté, du coup il y a des données, où vont mes données, qu'est-ce qui en est fait, etc. Et donc on a cette démarche nous de démocratisation, d'information pour faire comprendre à quoi peuvent servir ces objets pour sa santé. Et dans cette démarche justement d'information, vous avez créé un site qu'on va découvrir en images, qui est un site qui évalue en fait le potentiel de ces objets connectés. C'est un site d'évaluation qu'on dit souvent multicritère, dans le sens où ce n'est pas un geek justement qui reçoit d'un fabricant un objet, qui le déballe pendant qui va s'émerveiller parce que l'objet est très beau ou très design. On a une approche plutôt orientée besoin de santé à travers ce site et qui cherche à démontrer en fonction d'une clé d'entrée qui est son besoin, quel est l'objet qui me correspond le plus, quel est celui qui pourrait répondre à mes besoins, à la fois de santé mais aussi à mes équipements techniques. Il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver chez soi avec un objet qui a coûté plus de 100 € et de ne pas pouvoir l'installer parce que finalement il est disponible que sur iPhone, ou alors j'ai pas la bonne version de Samsung ou d'Android pour pouvoir le télécharger. Donc on explique toutes ces informations au préalable pour démontrer, pour démocratiser, informer, faire de la pédagogie sur l'intérêt de ces dispositifs. Et on voit dans ce site, on peut rentrer par un type de pathologie, bien un type d'objet, il y a plusieurs thématiques. On est surtout sur des essais qui sont neutres, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des essais de fabricants. La clé d'entrée effectivement de l'évaluation, ce n'est pas un site qui a pour vocation de faire de la certification, de la labellisation que l'on vendrait pour rentabiliser le site. Non, on est là pour faire de la pédagogie. Toutes les évaluations qui sont faites par des médecins. Ce n'est pas Harmonie qui donne les notes qui sont sur le site, ce sont les médecins qui sont responsables de leur protocole. Au-delà de la fiabilité qui est évaluée sur le guide de la santé connectée, on décrypte également l'ensemble des conditions générales d'utilisation et les consentements que nous donnons implicitement, sans trop savoir, parfois même à des applis en anglais, à quoi je m'engage finalement en téléchargeant l'application. On a également eu des échanges avec les fabricants sur le niveau de sécurité qu'ils apportent à la conception de ces produits pour les transferts, le stockage des datas. Sont-ils même responsables dans le choix de leurs sous-traitants à l'étranger quand ils font le choix de fabriquer en Chine ou en Asie par exemple. Donc on porte toutes ces informations sur le site pour avoir une évaluation
plutôt multicritères et pas juste sur le design et sur les fonctionnalités promises par ces objets. On rappelle l'adresse du site. Donc le site, ça s'appelle le guide de la santé connectée. On le retrouve sur guide-santé-connecté.fr. Et donc c'est un site, on le redit, qui a pour objectif de faire de l'évaluation la plus objective et la plus neutre possible, avec la mise en ligne de tous les protocoles de tests par souci de transparence. Ouais, Samir Benjoudi, vous dites que finalement les personnes seraient prêtes à aller sur des objets connectés assez massivement, à condition d'abord qu'elles comprennent à quoi sert l'objet, donc là il leur est bien rappelé, mais aussi qu'elles comprennent un peu le retour sur investissement de cet objet. Je veux bien y aller, je veux bien donner des données de santé, mais si je comprends ce que ça va m'apporter. Oui, exactement. Avec toujours des laboratoires de pharmacie ou des startups, on a essayé 2 types de modèles de vente des objets connectés. Si on arrive en disant on vous propose un objet connecté parce que ça va vous permettre de capturer de la donnée sur votre santé, on en vend très très peu. Si on va voir un patient ciblé et on lui dit moi je vais te garantir que l'occurrence de ton AVC elle va diminuer de moitié, au final que ce soit un objet, une application, un protocole, les gens ils se sentent beaucoup plus impliqués et au final l'adhésion elle est exceptionnellement meilleure avec un processus de don des données qui là aussi est exceptionnellement meilleur. Et on montre ça par des études statistiques. Si on arrive à objectiver le bénéfice d'un objet connecté, le patient il voit plus du tout l'objet connecté. Il voit le bénéfice pour lui et il voit comment ça va améliorer sa santé au quotidien. Julien Fouille, on voit bien les bénéfices que ça peut apporter, le fait que les Français soient prêts à y aller s'il y a un réel bénéfice pour leur santé. Néanmoins, je sais que vous n'aimez pas cette question, mais tout de même se pose la question des données. Et chaque fois qu'on parle d'objets connectés, maintenant depuis 5-10 ans, c'est toujours la même question. Il a dit, mais connectés à quoi et à qui j'envoie mes données? Est-ce qu'à travers mon téléphone Android ou mon téléphone avec une pomme dessus, j'ai envie d'envoyer mes données, mon poids, ma fréquence cardiaque ou autre, à Apple ou à Google? Peut-être aussi, toujours dans l'idée de pédagogie, aujourd'hui on n'explique peut-être pas quelles pourraient être les opportunités pour la personne de mieux... Alors, hop, cachez pas le bas du micro tout simplement, voilà, prenez. Bon, alors, hop, piquez le micro du voisin. Génial. Hop. Donc de mieux prendre en main sa santé. Effectivement, aujourd'hui, quand on parle des données de santé, on y voit toujours une notion de flicage. Alors pour les mutuelles, j'attends la question sur la tarification Voilà. au comportement de santé. Effectivement, si je dis à ma mutuelle ou à mon assureur quel est mon poids, comment j'en prends, que c'est pas bon, ma fréquence cardiaque, il y a des hauts et des bas, je risque d'avoir une tarification qui va s'adapter à mon niveau de santé, puisqu'il saura tout sur moi. Alors 3 éléments de réponse. Le premier, on va laisser ça aux assureurs, qui peuvent sans doute avoir le droit de le faire. En tout cas, côté mutuelle, notre code de la mutualité nous interdit ce type d'usage à ce jour. Le deuxième point, vous l'avez fait tout à l'heure. Vous avez remis le bracelet. Vous avez dit, est-ce que je gagne des pas comme ça? Moi, je vous trouve des vidéos en ligne qui vont vous permettre de gagner 10 000 pas, de faire 10 000 pas par jour sans bouger de votre siège, et puis vous aurez une baisse de cotisation. Donc ces produits n'étant pas aujourd'hui suffisamment fiables pour pouvoir être utilisés aussi dans ce type de service, il n'y a pas aujourd'hui d'intérêt à se lancer là-dedans. Et puis, sans doute, troisième argument, à mon sens, qui est encore plus intéressant, enfin plus important, il y a sans doute beaucoup plus d'opportunités pour apporter des services, créer de nouveaux services utiles aux gens en ayant leur accord sur l'utilisation de leurs données pour leur apporter une meilleure valeur ajoutée et d'accompagnement que de chercher à vouloir moduler une cotisation de complémentaire santé en fonction de comportements déclarés ou mal enregistrés. Donc il y a probablement là aussi de la pédagogie à faire sur si on vous accompagne dans la bonne utilisation de vos données pour bien vous accompagner au moment où vous en avez le plus besoin, dans des aléas de santé forts, je pense que la valeur elle est perçue plus fortement par la personne et c'est plutôt là-dessus qu'on essaie de se positionner sur des services utiles plutôt que sur des modulations de cotisation santé. Ouais. Cédric Rosemont, quand j'envoie mes données, quand la solution de Consorente récupère mes données de poids, par exemple, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, elles arrivent où ces données? Elles sont consultables par qui? Alors, dans le cadre de l'architecture qu'on vous a présentée, justement, les données, celles que nous récupérons ou celles que nos clients récupèrent grâce à nos applications, elles vont sur de l'hébergement de données de santé en France, sur l'hébergeur que nous avons choisi, que nous utilisons aujourd'hui pour nos chariots de télémédecine. Toutefois, elles passent via cette architecture sur le cloud de Google et d'Apple. Oui, donc elles peuvent être piquées au passage. Elles sont à un moment donné, effectivement, dans un milieu inconnu que
que l'on ne maîtrise plus. Et pourtant, ce service existe, on l'active à la demande et personne ne se pose de questions, je le disais tout à l'heure. Maintenant, je pense que la donnée est un faux problème. J'ai eu souvent ce débat avec des avocats, etc. Enfin, je pense que c'est un faux problème. Je pense qu'on ne doit pas on doit pas légiférer là-dessus, ou alors on doit vite légiférer là-dessus pour qu'on ait la promotion des services et du retour sur l'investissement de ces objets, etc. On l'a dit, le thème de ce débat est l'accessibilité. Aujourd'hui, vous avez tout entre les mains. Vous avez des objets connectés qu'on vend dans le grand commerce, chez Darty, à la Fnac. Je dois citer 3 marques sur les plateaux TV, chez Boulanger. Mais vous pouvez donc les utiliser, et surtout les laboratoires pharmaceutiques, les mutuelles, les assurances peuvent utiliser ces objets-là aussi pour apporter des services supplémentaires. Donc je ne vois pas pourquoi on s'en prive encore aujourd'hui en 2016. Samir Djendoubi, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur ou ne pas avoir peur d'Apple et Google? Après tout, oui, il y a un risque, mais Cédric Rosemont nous dit le bénéfice quand même santé, derrière, il est supérieur à ce risque. Oui, aujourd'hui, nos amis américains, pendant que nous, Européens, on discute, ils agissent. Et donc, on voit des bénéfices extraordinaires basés sur l'utilisation de la donnée. L'exemple le plus connu, c'est Google qui analyse l'épidémiologie dans certains États américains relativement riches par les recherches au travers de son moteur de recherche. Et aujourd'hui, l'anonymat sur Internet n'existe pas, l'anonymat sur vos téléphones portables n'existe pas. Aujourd'hui, si vous êtes autour du MIT et que vous avez un rhume et que vous tapez que vous cherchez une solution contre un rhume, vous allez avoir 15 cabinets de pharmacie qui vont acheter cette donnée et qui vont essayer de vous pousser des publicités pour mieux vous soigner. Donc on peut y voir un aspect machiavélique, mais au final, quand j'ai un rhume et que je reçois 4 solutions pour mieux me soigner, j'ai accès à une certaine forme de santé qui me permet de faire un choix éclairé alors que je ne l'étais pas jusqu'à présent. Donc Google, Apple peuvent aussi éclairer nos choix. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, Samir Djendoubi, ce sera ma dernière question, demain, une sorte de, pourquoi pas, un Google européen ou un Google français, où on soit sûr que tout soit ficelé, barricadé, où on n'ait pas de risque de données qui vont être interceptées? Voilà, on rentre dans la stratégie d'entreprise. Donc il y a des entreprises françaises qui y pensent fortement. Et vous ? Moi aussi, j'y pense fortement, mais je suis un peu trop petit pour l'instant. Les investissements pour réaliser ça sont colossaux. Et donc, ça ne peut passer que par des entreprises de taille conséquente qui peuvent agréger des données qui vont venir de multiples opérateurs de services. Aujourd'hui, on a un tissu de start-up en France qui est exceptionnellement pourvu, qui développe des solutions parmi les plus innovantes au monde et qui, aujourd'hui, justement, souhaiterait s'appuyer sur un Google à la française ou un Apple à la française pour délivrer des services à valeur ajoutée dans le contexte législatif français et pas laisser la main à un contexte législatif qui n'est malheureusement pas adapté outre-Atlantique. Mais honnêtement, pour vous qui êtes spécialiste d'Internet des objets connectés, c'est imaginable ou pas de contourner ces géants, ou au contraire, on devra tous y passer? Aujourd'hui, la grosse complexité du milieu de l'Internet des objets, c'est la même que celle de l'Internet. C'est qu'aujourd'hui, les plus gros investisseurs dans la e-santé, c'est des moteurs de recherche, des vendeurs de téléphones et pas du tout des acteurs de la santé. Donc quand un laboratoire pharmaceutique, même de taille mondiale, investit 10 €, un investisseur institutionnel moteur de recherche, il investit 100 €. Donc aujourd'hui, la puissance financière de ces groupes, elle est telle que l'investissement est très difficilement contrable. Et donc aujourd'hui, le chemin semble relativement tracé. Mais la problématique, elle est aussi vraie pour l'automobile, elle est aussi vraie pour les télécoms, elle est vraie pour beaucoup d'industries qui aujourd'hui sont concurrencées par des géants de l'agrégation de données. Et la santé ne va devenir qu'une branche de l'agrégation de données, sachant qu'eux tirent tous leurs bénéfices de la donnée de tout le monde. Julien Larfouillou, pour vous qui êtes dans une mutuelle justement de santé, de protection des personnes, la santé ne va devenir qu'une branche d'un système d'agrégation de données? Je ne sais pas s'il faudrait le résumer comme ça pour un acteur comme nous, mais dans tous les cas, aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est qu'un acteur spécialisé dans la complémentaire santé, on ne peut pas faire sans l'arrivée de ces nouvelles technologies. Les usages viennent de nos adhérents,
si on ne prend pas le virage pour mieux comprendre leurs besoins et l'évolution de leur comportement de santé, effectivement, on sera peut-être, le risque est d'être marginalisé. Donc on doit intégrer ces technologies dans notre stratégie d'offre, et c'est ce que l'on fait petit à petit dans l'ensemble du spectre de notre stratégie d'offre, pour aider les personnes à prendre en main leur santé, aider à les soigner et les accompagner au moment où ils en ont le plus besoin. Ouais. Cédric Rosemont sera la dernière question. La santé ne serait qu'un élément dans un ensemble plus vaste d'agrégation de données, pour l'instant dominé par des Google, Facebook, Apple, Amazon. Oui, alors moi j'ai un autre avis, j'ai un peu discuté avec Alain Juillet, donc, qui s'occupe aussi de réfléchir un petit peu à cette souveraineté économique, et je pense qu'il va y avoir des démarches, alors il y en a eu avec les clouds français, etc., mais il va y avoir des démarches de plateformes d'objets connectés. Je pense que l'IoT, l'Internet of Things, les objets connectés, l'Internet des objets, c'est sur toutes les lèvres, ça a été le buzzword de 2015, on va dire, et ça devient maintenant un vrai marché, au-delà de l'objet connecté de santé, qui effectivement en santé aujourd'hui on trouve le plus d'innovation, même si on a du mal en France à trouver les payeurs de ces innovations, mais je pense qu'effectivement on va devoir à un moment donné se retrouver avec une plateforme, peut-être française, peut-être drivée par l'État, peut-être drivée par des acteurs majeurs en France, des télécoms ou d'autres domaines, comme le disait Samir, et on l'utilisera, je pense. Merci à tous les quatre. Alors vos avis, on voit sur ce débat qui n'est pas simple, sur les objets connectés, sur l'évangélisation, la pédagogie qu'il y a à faire encore sur l'utilité, sur les bienfaits qu'on ignore trop souvent de ces objets connectés, mais aussi sur les données, où est-ce qu'on les met et qui est-ce qui les utilise. Merci beaucoup et à bientôt sur ce plateau de la télé d'AI Santé.